Bonsoir, merci d'être de nouveau nombreux pour Face à l'actu de ce dimanche, le dernier du mois d'août 2023. Nous sommes le 27 août, c'est vraiment le dernier, hein, finalement, parce que le mois de septembre commence au cours de la semaine. Cela dit, on va longuement parler du football au cours de cette édition, non pas forcément pour ce qui est de l'actualité, mais on va retourner dans les archives pour parcourir 18 années de football, pas que le terrain, mais aussi les coulisses, les acteurs, les infrastructures. De 1986 à 2019, un ouvrage qui retrace ces faits tels que vécus par un téléspectateur privilégié, pas forcément acteur du football, qui a dû mettre tout cela dans cet ouvrage, Souvenirs de Cannes 1986-2019, publié en 2021. C'est une œuvre de SEOLOE Hervé Brice qui est dans ce studio. Mais avant, vous le savez, Face à l'actu, c'est aussi et surtout les faits de l'actualité de la semaine tels que traités par la rédaction de STV. Il y a la rentrée scolaire qui s'annonce avec cette rencontre de sécurité entre les différents éléments des forces de défense et de sécurité qui rassure. Il y a les préparatifs également dans les agences de voyage, dans les librairies. On en parle tout au long de cette émission. Je l'ai dit, Brice est dans ce studio, Hervé Brice est dans ce studio. Nous disons bonsoir. Bonsoir, Dipita. Mais vous êtes un auteur, j'ai failli dire particulier. Vous n'êtes pas écrivain, pas forcément. Vous n'êtes pas juge de formation, vous n'êtes pas footballeur, vous n'êtes pas journaliste sportif, vous êtes plutôt un amoureux du football qui a fait une œuvre autour du football. Je dirais plutôt que je suis devenu écrivain du football par la force des choses. Ah voilà, c'est ce que vous avez exprimé en une phrase que j'ai bien voulu dire. Alors Hervé, vous avez donc, peut-être Adonis va nous permettre de voir sur le petit écran, Souvenirs de Cannes, c'est le titre de votre ouvrage publié en 2019. Avant peut-être de faire une forme de note de lecture tout au long de l'émission, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous inspire? D'abord une coïncidence que j'observe, 1986, nous sommes bien en Égypte. Tout à fait. 2019, nous sommes de nouveau en Égypte. Ouverture et fermeture l'Égypte. C'est une coïncidence ou simplement c'est voulu cet archivage-là, vous retracez l'histoire de la CAN dans un intervalle où les deux pays, où le même pays ouvre et ferme votre ouvrage. En fait, c'est vous qui attirez notre attention là-dessus. Ah, nous ne l'avons pas constaté. En fait, ce qui se passe, c'est que Fawzi Majoub avait écrit une œuvre, 30 ans de Coupe d'Afrique, 1957 jusqu'à 1986. D'accord. Alors après cela, nous avons constaté qu'il y avait un vide sur l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous nous sommes dit avec la CAN qui devait être organisée au Cameroun en 2019, c'était, n'est-ce pas, l'occasion pour nous de combler ce vide. Vous savez, en Afrique, on a tendance, n'est-ce pas, à perpétuer la tradition orale. Il fallait un document qui consigne, n'est-ce pas, ce qui s'est passé durant les éditions de la CAN de 86 à 2019. D'où l'objet de cet ouvrage-là. D'accord, je ne sais pas si Adonis me ramène la première couverture qu'on découvre avec. On découvre, je pense, c'est parmi les images, hein, Adonis, que vous avez de l'autre côté derrière la régie. D'abord, il y a cette page de couverture, le trophée récent, tel que nouvellement conçu, mais davantage l'ancien trophée, qui d'ailleurs est conservé au Cameroun. Qu'est-ce qui peut justifier ce choix, ce décor, mais joyeux quand même, hein? Plein de couleurs, très coloré, et j'ai failli dire bien feutré aussi. Là déjà, pourquoi les deux trophées? Vous savez, l'ancien trophée, il est sorti n'est-ce pas, du circuit en 1988. Absolument. Et là, nous parlons des CAN de 86 à 2019, forcément. En 86, ce trophée était là. Et en 88 également. Donc il fallait le ressortir pour faire connaître à la jeune génération qu'avant le trophée actuel, il y a un qui a existé bien avant. D'accord. Là, je tiens à préciser ici que c'est, n'est-ce pas, l'œuvre d'un jeune Camerounais, Herman Tchouaki, n'est-ce pas, a sorti ce design-là, quoi. D'accord. Alors quel est le prétexte? Qu'est-ce qui motive votre curiosité à révéler, dévoiler votre amour pour le foot au grand public à travers cet ouvrage? Tout part de l'exercice de 1986, de la CAN de 86. Ok. La première diffusée sur une télévision au Cameroun. Sur une télévision au Cameroun. D'accord. La finale se joue un vendredi 21 mars
1986. Et le 21 mars, c'est la date de ma naissance. Ah, d'accord. Alors, mes parents, étant sûrs que le Cameroun allait l'emporter, au regard du potentiel que nous avions, Roger Mila, Oudou Ibrahim, au Stade du Caire, ils avaient promis m'acheter une bicyclette comme cadeau d'anniversaire. D'accord. Malheureusement, nous n'avons pas remporté le trophée. Donc l'Égypte vous donne une bicyclette. Et je n'ai pas eu droit à ma bicyclette. C'est à partir de ce moment où j'ai commencé à véritablement, n'est-ce pas, avec regarder les Coupes d'Afrique des Nations, à m'intéresser. Et puis je me suis dit, pourquoi pas retracer mes souvenirs aussi. Parce que là, ce sont mes souvenirs de CAN, avec des anecdotes qui sont propres à moi. Et d'ailleurs, voilà une convenue tracée autour de la bicyclette. Mais je veux dire que derrière cette CAN, ce n'était pas que la bicyclette, mais également cette joyeuse équipe championne en titre qu'on découvre en Égypte, en fait, qui confirme un peu sa prestance en Égypte, même si au pied de la finale, elle tombe. Le Cameroun de Claude Leroy. Oui, en fait, comme on dit, c'était une équipe transitoire. Parce qu'il y avait insertion des jeunes. Déjà, ceux de 84, certains de victorieux de 84 étaient là. Il y a eu un savant dosage de jeunes comme Kanabiik, Omaro, Omam qui arrivait dans la tanière. Donc, la confirmation s'est faite 2 années plus tard, en 88, avec le deuxième trophée que nous avons remporté. Donc, c'est pour dire l'équipe était très très forte et Claude Leroy a su faire un savant dosage à cette période-là. D'accord, si vous faites donc une présentation, je vais dire sommaire de cet ouvrage. Déjà, au niveau de la... Bon, nous n'allons pas parler de la préface, sauf si vous voulez. Oh. Le livre, il a été préfacé, ça il faut le dire, par le feu sultan Ibrahim Bombon Djoya. Oui, ça a été un honneur pour nous, parce qu'une fois que nous sommes allés vers lui, il s'est senti honoré d'avoir été choisi. Déjà, je tiens à dire dès le départ que lorsque nous avons eu l'idée d'écrire ce livre, nous nous amusions, quoi. Nous nous amusions et lorsque nous avons rencontré M. Aman Mana, je ne connaissais pas, oui, je l'ai rencontré de manière fortuite dans un lieu. Je suis allé vers lui, je lui ai présenté le projet. Tout de suite, il a cru au projet. C'est l'occasion pour moi de lui dire encore merci. Merci d'avoir cru au projet et puis de m'avoir encouragé. Parce que n'eût été lui, je pense que l'œuvre ne serait sans son apport. L'œuvre ne serait pas sortie. Il nous a vraiment encouragés. Et puis, il nous a donné quelques directives à suivre, quoi. Donc, le livre, vous avez de manière globale les Coupes d'Afrique de 1986 à 2019, telles que nous les avons vécues. Pour chaque édition, vous avez le nombre de participants, et le nombre de fois que chaque pays participe à la CAN. Vous avez le parcours de l'équipe championne de l'édition du premier au dernier match, avec des faits de jeu. On vous dit par exemple, pour une rencontre pour l'édition de 86 remportée par l'Égypte, le premier match s'est joué à tel stade, il y avait tel nombre de spectateurs, c'est tel qui a marqué à telle minute et tout et tout. En fait, c'est un livre vivant. Et il est accompagné d'images qui illustrent certains faits de jeu. Et vous avez l'équipe gagnante de l'édition avec les noms des joueurs, la photo et les noms des joueurs pour qu'on fixe un peu les visages ou non. Parce que quand on parle aujourd'hui, je dis tout et n'importe quoi, de Taher Abouzed. On va se demander, mais Taher Abouzed, c'est qui? Mais dans ce livre, vous pourrez retrouver son visage. Et dans le livre également, vous avez le classement de chaque édition, du premier au dernier, le meilleur buteur de chaque édition, le meilleur joueur. Ça, c'est pour chaque édition. En deuxième partie, nous avons décidé dans ce livre de célébrer, n'est-ce pas, ceux qui étaient pour nous les pépites du football africain. Nous les avons classés par, par catégorie. Vous avez d'un côté les artificiers, qui étaient des buteurs. On a fait 11 entrants. C'est vraiment toute l'Afrique qui est célébrée. On a les artificiers, les buteurs, on a les artistes, ceux qui nous faisaient plaisir et qu'on aimait bien voir. Déjà au niveau des artificiers, on a Roger Mila, Rachid Yekini, Abdoulaye Traoré. Et pour chaque artificier ou bien pour chaque joueur, vous avez sa biographie, où il est né, les équipes où il a évolué.
son palmarès en club, les différentes distinctions qu'il a reçues en club, en équipe nationale également. Et lorsqu'on parle également de ces joueurs, il y a des anecdotes qu'on raconte. D'accord. Une qui me vient dans la tête, c'est par exemple quand on parle d'Abdoulaye Traoré Ben Badi. Vous avez connu? Abdoulaye Traoré, oui, Oui, Ben Badi. l'Ivoirien. Exact. Il y a une anecdote qui raconte que quand Ben Badi arrivait à Abidjan et que la météo affichait 41 degrés, lui disait à Abidjan, non, il va pleuvoir. Ah, d'accord. Et tout le monde, tout Abidjan sortait avec les parapluies parce qu'on croyait en lui plus qu'à la météo. Ah ouais. Et j'ai rencontré quelqu'un qui a eu à jouer avec lui, tellement il était dangereux pour le stopper. Les gars étaient obligés de mettre les baumes piquants au niveau des mains. Et quand il venait, il passait sur son visage pour qu'il... On a ça. On a parlé des artistes également, ce qui nous faisait plaisir. Absolument. Vous avez Lagda Belloumi, le créateur de La Passe à l'aveugle, ce que beaucoup ne savent pas. Timoumi Mohamed Timoumi. Belloumi qui était marocain. Non, Algérien. Algérien, oui. Timoumi plutôt. Timoumi marocain. Nous avons Aziz Bouderbala. Marocain. Marocain avec sa fameuse. Sa fameuse génuaire. On ne savait pas s'il avait mal ou pas. Je me souviens de cette, je crois, demi-finale Cameroun-Maroc. Tout à fait. 88. 88, pardon. Oui, avec le but de Cyril Makanaki. Exact. Oui. Et nous parlons également de ceux qu'on a appelés les dévénards. Ils étaient forts en club, mais lors des CAN, ils n'ont jamais pu émerger. Soit à cause d'une blessure, soit parce qu'ils étaient seuls à pouvoir porter l'équipe. Là, nous avons Mambiik. Vous savez, il n'a pas eu de très très bonne Coupe d'Afrique. Vous avez Georges Weah. Et vous avez... très talentueux, mais jamais champion. Oui, jamais. Vous avez Nilamte. Exact, du Nigeria. Ghana. Le Ghanéen. Nilampe, ça, il faut le rappeler à la jeune génération. Nilampe, c'est celui qui avait changé, n'est-ce pas, les règles de jeu à l'Union européenne. Quand il arrive à Anderlecht, il a 14 ans, il ne peut pas être professionnel. D'accord. On est obligé de ramener l'âge à 15 ans, parce que tellement il était très fort, le monde entier était à ses pieds. Le roi Pelé avait vu en lui son successeur. Mais malheureusement, sa carrière a dû s'arrêter à 21 ans. Quel gâchis. Ça, c'est les dévénards dont on parle, les Méric Rimon. Exact. On attendait. Le Maroc. Oui. D'un autre côté, on parle de ce qu'on appelait les généreux. Général effort, sur le terrain, il travaillait pour l'équipe. Marc-Vivien Fauré. Exact. Sondé Olysée, Didier Zokora, Nyiri Yaya Touré, Dolmy, le Marocain. Je tiens à vous rappeler que Dolmy est le joueur le plus fair-play de l'histoire du football mondial parce que de toute sa carrière, en tant que 6, il n'a jamais été sanctionné par un carton, que ce soit jaune ou rouge. Une carrière de plus de 15 ans. Ça, c'est impensable. Il avait reçu pour cela le prix de l'UNESCO, du joueur le plus fair-play. Et nous avons pensé dans le livre également au dernier rempart. Les gardiens, on a tendance à les oublier. Là, nous les avons classés également. Thomas Nkono, Bel Joseph Antoine, El Adari, Peter Ofai, Chokre Elouer, Enyama, Vincent Enyama. Bref, comme nous le disons, c'est toute l'Afrique qui est célébrée. Et enfin, on a tendance à oublier les sélectionneurs. Bien sûr. Dans le livre, d'un côté, vous avez ce qu'on a appelé les enfants du terroir, à savoir les Africains qui ont gagné les Coupes d'Afrique avec certaines nations. Stephen Keshi, Kermali, El Gouari, Yeo Martial, Côte d'Ivoire, Belmadi. Évidemment. Évidemment. Et de l'autre côté, les sorciers blancs. On a Keshi, par exemple. Voilà. En image, là. Bobby Moore. Il se faisait appeler Bobby Moore quand il était arrivé à Strasbourg. Voilà. On a Léo Martial et puis le très grand Hassan Cheita. Tout à fait. Le stratège, il a remporté, je crois, trois Coupes d'Afrique avec l'Égypte. Et d'un autre côté, vous avez ce qu'on a appelé les sorciers blancs. Bien sûr. Claude Leroy. En tête. Voilà, Hervé Renard, Clemens Westerhoff. Et... Hassan Cheita, quand même, c'était quelqu'un de très forte personnalité. Tout à fait. Ah oui, réussir, n'est-ce pas, à se séparer de Mido. En pleine Coupe d'Afrique, ça, il fallait le faire. Absolument. Il fallait le faire. Et j'ai oublié, excusez-moi, au niveau en annexe, parce que c'est très important,
on vous parle au niveau des annexes de la Coupe d'Afrique, de 57 à 2019, pour chaque édition. Vous avez le pays organisateur, le vainqueur, le deuxième, le meilleur buteur de chaque édition. Ok. De 57 à 2019. Pour moi, c'est toute la Coupe d'Afrique qui est retracée. Vous avez également le meilleur buteur par édition, le meilleur buteur en activité, les participations de chaque pays. Et puis, c'est un record. Le record qui nous vient à l'esprit, c'est celui de la meilleure affluence. La plus grande affluence dans une rencontre de Coupe d'Afrique, c'était la finale Cameroun-Égypte en 86. Un stade plein de militaires. 120 000 spectateurs. Un stade plein de militaires. C'est vous qui le dites. D'accord. On jouait, je crois, au stade du Caire à l'époque, et en présence évidemment de l'ancien chef de l'État égyptien, Moubarak Hosni, qui était évidemment, l'Égypte ne voulait pas laisser le Cameroun partir avec ce trophée. Et Kanabik, malheureusement, était l'un des mauvais tireurs de cette finale. Bida, surtout l'un des milieux de terrain très très en vue. Vous voyez, vous me donnez les larmes aux yeux parce que ça me rappelle un temps d'enfance, de jeunesse assez intense. Et vous comprenez, je n'avais pas eu droit à ma bicyclette, donc c'est resté gravé dans ma mémoire. Voilà, ok. On va peut-être prendre la première pause et revenir peut-être canne par canne pour essayer d'en ressortir les moments intenses. On va pour cette phase suivre le premier reportage. On parle football, quelle coïncidence. On va aller du côté de la LFPC qui avait prévu une rencontre cette semaine au niveau de son siège à Yaoundé. Cette rencontre n'a pas eu lieu à l'endroit indiqué, mais après on a eu un communiqué de presse pour dire ce qui s'était passé finalement. Reportage Olivier Bouzique. Pour défaut d'une autorisation du sous-préfet, la réunion entre les dirigeants de la LFPC et les clubs professionnels a été renvoyée à une date ultérieure. Le général Pierre Semengue a plutôt présidé ce 24 août une réunion du bureau du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Les travaux ayant connu la participation entre autres de Faustin Dom que vice-président de la LFPC, Joseph Fetieu, doyen d'âge, ont abouti à l'adoption de 6 résolutions selon le communiqué final. Globalement, le bureau se félicite des réhabilitations par le tribunal arbitral du sport de Guibaï Gatama au comité exécutif de la FECAFOOT et la réhabilitation de la LFPC. Il demande au général Pierre Semengue d'entreprendre les démarches pour le déblocage de la subvention de l'État pour le fonctionnement de la LFPC, d'organiser à la sollicitation des clubs, l'Assemblée générale de la Ligue. Par ailleurs, une commission a été créée, présidée par Jérôme Comé-Marx, en vue de conduire le processus d'acquisition d'un siège provisoire. À titre intérimaire, Henri Bertrand Bala Ounou a été nommé secrétaire général de la LFPC. Le général Pierre Semengue et compagnie sont bien décidés à relancer la Ligue malgré l'opposition de Pierre Boudiko, président du conseil transitoire du football professionnel, qui dans un communiqué rendu public ce 24 août revendique la légalité du conseil et appelle les présidents de clubs à boycotter les activités de la LFPC, ce qui déterre sans doute la hache de guerre entre la FECAFOOT et la Ligue. Nous on attend d'ici le 30 septembre prochain voir comment véritablement va se dérouler le championnat. Parce que véritablement, le football camerounais, même si certains acteurs ne veulent pas le dire, ça va mal. Parce que sur le terrain, on n'est pas sûr que ça va se dérouler dans de bonnes conditions. On a vu l'affaire Bamoutos, on voit l'affaire des matchs truqués, on voit l'affaire des arbitres suspendus. Donc c'est dit qu'il y a beaucoup de soucis à se faire dans ce football camerounais. Ainsi, la LFPC veut revivre, le conseil transitoire veut se maintenir, les clubs professionnels sont embarrassés, les instances juridictionnelles probablement bientôt ressaisies. Ce qui laisse planer une saison blanche sur le football camerounais. Alors, Hervé Brice, avant peut-être de dérouler édition par édition les différentes cannes qui ressortent dans cet ouvrage, je le rappelle, intitulé Souvenirs de Cannes 1986-2019, dont vous êtes l'auteur. Pour vous, quelle est celle qui vous aura le plus marqué? Quelle est celle qui vous aura le plus parlé? Pour laquelle, je veux dire, s'il fallait la refaire, ce serait celle-là. Celle de 88. Ok. Cameroun champion d'Afrique au Maroc, devant le fils du roi. Futur roi. Futur roi, voilà. Mohamed VI. En quoi vous a-t-elle? En quoi pour vous, celle-là est celle qu'il faut garder en souvenir plus que les autres? Parce que déjà,
Je sortais d'une déception de celle de 86. Vous vouliez votre bicyclette. Voilà. Donc, Et votre parent, il a réédité la promesse? non. On était passé à autre chose. D'accord. Peut-être qu'il a créé une autre déception. Non, on n'en avait plus parlé. On n'en avait plus parlé. Enfin, la bicyclette, je l'avais eu après, je ne sais plus trop. Mais bon, toujours est-il qu'on n'en avait plus parlé. Mais l'équipe était assez bien organisée. Okay. Elle était assez compacte et sur le terrain, c'était une bande de copains. Le respect était là entre la jeune génération et ceux qui partaient. Roger Mila avait déjà annoncé sa retraite internationale et nous avons vu, c'est à lui qu'on avait remis le trophée lors de cette finale. Pourtant, Bombou Emile était capitaine. Tout à fait. Pour vous prouver le respect qu'il y avait et l'entente qu'il y avait entre les joueurs. Donc, celle-là, elle m'aura beaucoup marqué. Mais bien, des autres également, il y a eu d'autres Coupes d'Afrique. 2000-2002. En 2000, on avait une équipe galactique. Celle qui vient de JO, du moins. Voilà. Elle a été renforcée par ceux qui étaient champions olympiques. Champions olympiques. Quand on est entré, on était sûr qu'on va remporter. On pouvait gagner toutes les équipes. Déjà, le Brésil était passé à la trappe. Absolument. En 2000, et toutes les équipes passaient à la trappe. Avec des joueurs comme Laurent et Tamem ailleurs. Ah, tout à fait. Pierre Womelend qui pouvait barrer... Absolument, de son pied gauche. Alors, cela dit, 86, vous intitulez chapitre 1, « Les pharaons sont plus forts ». Pour vous, c'est quoi le symbole de ces pharaons-là? Déjà, les pharaons avaient à leur tête comme leader Mahmoud Al-Khatib. Ok. Quand on avait le pharaon, déjà, il faut le dire, sa statue est à l'entrée du stade du Caire. Mahmoud Al-Khatib, à lui seul... soulevait les foules, quoi. Sa seule prise de balle, sa technique, elle était imparable. À côté de lui, il avait des lieutenants comme Taher Abouzed, qui était très très fort dans l'équipe d'Égypte, avec Al-Batal Gol, était très très forte. Bon, à côté, il y avait le Sénégal. Ça, il faut le dire, avec les CNF, les Sénégalais de France, Jules Bocandé et autres, Omar Guessen, Jules Bocandé, Tierno Youm, qui était également, ils avaient également une très très forte équipe, joueuse mais qui ne croyait pas en elle. Absolument. Donc l'Égypte, les pharaons étaient plus forts parce qu'ils croyaient, ils avaient la capacité d'arriver jusqu'au bout, avec l'appui du public également, quoi. Et ils sont parvenus. Alors je rappelle un peu les groupes. À l'époque, on jouait à 8, 2 groupes. Tout à fait. Il y avait le groupe A, avec match au Caire, Côte d'Ivoire, Égypte, Mozambique, Sénégal. Et puis le groupe B, match à Alexandrie, Algérie, Cameroun, Maroc, Zambie. Dans la composition de ces groupes, est-ce qu'à l'époque, on voyait déjà l'équipe d'Égypte comme celle qui viendrait à remporter le trophée? Moi, déjà, on était sûr qu'elle allait sortir des poules. Okay. Ça, c'était sûr. Qu'elle allait sortir des poules et qu'elle irait au moins en demi-finale. Phase demi-finale? Oui, ça on était sûr, au moins. De l'autre côté, Cameroun, c'était une poule un peu plus relevée. En fait, là-bas, on était sûr que l'Égypte et le Sénégal allaient passer. Mais côté poule Cameroun, avec l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Zambie, c'était pas évident. C'était pas évident. Toutes les équipes se tenaient. Avec les efforts de Chabala, côté Zambie et autres, c'était pas évident. C'était pas évident. Et là, un triste souvenir, la blessure du docteur Abega. Exact. Face à la Zambie, blessé par le gardien Effort Chabala. Il y a le premier match, il me semble. Deuxième match de poule. Oh, tout à fait. Et pourtant, c'est une équipe qui, comme on disait, venait d'Abidjan en 84, toute championne, tout auréolée de ce trophée. Et on aurait dit que, logiquement, elle repartirait d'Égypte. Est-ce que là... peut-être pour rire, mais je veux dire que ça se disait à l'époque, on disait qu'il y avait plus de militaires que de spectateurs au stade du Caire ce jour-là, même s'ils n'étaient pas tous en tenue. Encore qu'ils étaient en tenue, pour l'essentiel. Mais est-ce que le public égyptien était plus ou moins ouvert aux autres équipes également? Non, du tout. La preuve, quand l'Égypte ne jouait pas, les stades étaient vides. Ah oui, bien sûr. Ça, si vous vous rappelez, les stades étaient vides. Absolument. Et il y a une déclaration de Abel Bengue dans ce chapitre. Parlant de cette finale, justement, il aurait fallu qu'on laisse l'Égypte gagner pour qu'on puisse rentrer. Très simplement. Être certain de sortir du stade. Ça fait un peu penser à Ghana-Nigeria,
en 2000. On en parle certainement tout à l'heure. Il y a également un nom qui me revient. Je ne sais pas si c'était l'édition de 1986, de 1986 de Youssouf Fofana. Youssouf Faliko Fofana, le diamant. Exact. C'est la Côte d'Ivoire, je pense. La Côte d'Ivoire. On découvre Fofana en 84. Ok. Lors de l'édition de Côte d'Ivoire. C'est un feu follet. Justement, il est cité parmi les dévénards. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu briller pendant les coupes d'Afrique. Pourtant, le talent y était. Absolument. Fofana, on l'appelait. En fait, il reste le diamant à polir. Okay. Le diamant noir à polir. Avec ses dribbles, sa vitesse d'exécution. Il n'y avait pas son pareil. En 84, déjà, à lui tout seul, il élevait les foules. Il y a une anecdote qui revient tout le temps contre le Cameroun en 84. Je ne sais pas si c'est vrai. Après avoir fait un passement de jambes à Sinkot Isaac, ce dernier lui aurait demandé s'il est élève. En répondant par l'affirmative, je lui ai demandé de changer de côté, quoi. Sinon, il allait le s'il est élève, c'est-à-dire? S'il est encore élève, are you student? Ah, d'accord. Il a dit, yes, I'm student. So change the car. Non, allez de l'autre côté. Sinon, là, tu vas pas. Sinon, tu vas rentrer sur une civière. Là. Donc, pour vous dire, Fofana, il était au top de sa forme. Absolument. Déjà, après 84, ça lui a valu son départ pour l'Hexagone. Exact. Notamment, il a été à Monaco, Bordeaux, un peu partout, quoi. Alors, seulement, j'ai pas, à titre personnel, là, je veux dire, j'ai pas suivi la suite, enfin, j'ai pas eu la suite de sa carrière. Qu'est-il devenu après? Fofana, en ce moment, il est à Abidjan. Okay. Il est à Abidjan, c'est l'occasion de lui dire bonjour. Bonjour, le diamant noir. Vous l'avez rencontré? Non, je ne l'ai pas rencontré, mais je lui ai fait parvenir le livre. Ok. Oui, il a le livre. Il a une page Facebook où nous échangeons de temps en temps. Donc, il est à Abidjan. Donc, après ça, il est allé à... Vous verrez dans son portrait, là, quand il y a son portrait fait devant, quand vous allez regarder les dévénards, tout est révélé. Il a joué pour Monaco, il a joué pour Bordeaux, toujours blessé. Et puis, vous savez, il y avait un souci, la programmation des CAN en janvier et les championnats européens. Exact. On n'aimait pas souvent libérer les professionnels, ça fait qu'il y avait toujours des soucis. Quand vous veniez jouer pour votre pays, vous perdiez votre place de titulaire dans votre club. Les jeunes comme Youssouf Fofana ont beaucoup souffert de cela. Mais comme je disais, les blessures à répétition n'ont pas permis qu'il exprime valablement son talent. Mais en ce moment, il est à Abidjan. Et c'est l'occasion pour moi de faire un coucou à tous les gens d'Abidjan. Je sais qu'ils sont en train de nous suivre en ce moment. Alors, pour vous, vous avez tracé l'équipe type à l'issue de ce tournoi. L'équipe type de chaque tournoi. Non, je veux dire, puisqu'on est étape par étape, voilà, en 1986, pardon, vous avez pas moins de 4 Camerounais. Thomas Kono, au goal, Kanabik, dans le couloir de l'autre côté, Roger Mila évidemment en pointe, et puis Mbumbu Emile en tant que 10 relayeurs. Voilà. Et puis il y a également Cheata de l'Égypte, Mendy du Sénégal en défense, Yassine sur l'autre couloir défensif, Abdel Ghani, Abou Zaïd, pas moins de 5 Égyptiens dans cette équipe. Est-ce que l'Égypte, et puis évidemment Kalou Chaboualé de la Zambie, est-ce que l'Égypte, indépendamment de sa victoire, avez-vous le sentiment que cette équipe a été au-dessus du lot? À tous les compartiments, oui. Ok. Il n'y a que le Cameroun qui pouvait faire face à l'Égypte, raison pour laquelle nous sommes arrivés jusqu'au tir au but. Vraiment, l'Égypte, à tous les compartiments, ils avaient des joueurs qui étaient au-dessus de la mêlée. D'accord. Magdi Abdel Ghani, Taher Abouzed, Yassine Al-Khatib, Al-Batal, il n'y avait pas leur pareil. D'accord. Ce que je n'ai pas dit à l'entrée, mais qui est important quand même à relever, je rappelle que vous êtes plutôt un diplômé de l'Université Yaoundé 2, de l'ERIC et de l'INAM. Et vous voyez, faites cet ouvrage, je veux dire, c'est assez atypique. Hein. Vous ne retrouvez pas entre faire un ouvrage sur les comptes des impôts, je ne sais pas trop, à la diplomatie, on ressort des BRICS, mais vous faites dans le football. C'est dire combien le Camerounais et le football. Venons-en à 1988. Vous introduisez ce chapitre en disant « Les lions indomptables rugissent ». Oui.
C'est quoi le prétexte de ce titre-là? Après l'échec de 86, Ok, en 88, nous avons rugi pour dire nous sommes les Lions indomptables. ok. Et c'est à nous la coupe. Et nous devons la gagner. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, l'équipe, moi je vais vous faire un petit exercice. Si vous me donnez l'équipe de 88, les Lions. L'équipe de 88, les Lions. Compartiment par compartiment. Oui, vous allez faire la liste des joueurs. Ou alors, je les cite. Citez. Vous avez Joseph-Antoine Bell, Bien sûr. Koundé Emmanuel, Abena Richard, Olé Olé Bertin, Roger Mila, Mbumbu Emile, Cyril Makanaki. Je dois citer le coach aussi, Claude Leroy. Je parle de Jacques Songo, oui. Oui, vous venez de le faire. Charline Tamak, Exact. latéral. Ndipakem Victor. Je parle de Cyril Makanaki. Déjà. Oui, Koundé Emmanuel. Aoudou Ibrahim, il était encore là. Vous avez parlé de Charline Tamak. Oui, oui, j'ai parlé de Charline Tamak, oui. Tato Stéphane. Tato Stéphane, voilà. Dipakem, vous en avez parlé. Oui. Abena Richard, oui. Et puis un certain Sadi. Oui, le coach, ça dit. Exact. Le coach. Exact. L'adjoint de Claude Leroy. Qui a également marqué les équipes nationales. Alors, à cette Coupe d'Afrique, nous avons l'Algérie, Côte d'Ivoire, Maroc, Zaïre, qui joue à Casablanca, dans le groupe A. Et puis le groupe B, à Rabat, Cameroun, Égypte, Kenya, Nigeria. Qui sont les favoris? Dès Déjà, l'entame. il faut préciser, il y a une précision importante qu'il faut apporter. D'accord. En 88, notre match d'ouverture du Cameroun, c'est contre l'Égypte. Ouais. Et Joseph-Antoine Bell est indisponible pour le premier match. Ok. Qui doit le remplacer? C'est Jacques Songo. Ok. Et c'est ce jour que le Cameroun brise l'insigne indien. Parce qu'on avait toujours du mal à gagner l'Égypte. Ce jour-là, on a gagné l'Égypte. Et la série a continué. D'accord. C'était quoi le score du match? 1-0. Qui était le buteur? Roger Mila, certainement. Toujours. Alors, je demandais quelles étaient les équipes favorites. Déjà, les favoris, on voyait l'Égypte qui revenait, Ok. le Cameroun et l'Algérie qui avait une très très bonne équipe également, avec les Rabat Madjer, Lagdab et Loumi au sommet de leur art. Ils avaient un gardien. Drid Nasser Drid Nasser, voilà, je cherchais bien ça. Drid Nasser, il est cité parmi les... Ouais. On y arrive. Ouais. Le gardien Nasser. Un peu. Déjà, il mettait la culotte. C'était effectivement. un peu atypique par rapport aux autres qui nous avaient habitués. Drid Nasser, à l'époque, il faut dire qu'en en Afrique, les gardiens portaient davantage des pantalons. À cause de nos terrains. Certainement, mais je veux Oui, dire pas- que non, c'était un match ça se voit de moins en moins, j'ai le sentiment. Oui, oui, en fait, vous savez, on jouait sur des terrains durs et tout, Exact. pour éviter des blessures, des égratignures. Par contre, Drid, lui, il avait sa culotte. Il avait sa culotte. Et toujours. Drid Nasser Din. Un peu clown aussi. Hein, Ouais. Alors, faites un peu. Je sais pas, un aperçu de cette cadre-là. Eh ben déjà, cette canne de 88, nous avons oublié de parler du Nigeria également qui était là, Ok. parce qu'on rencontre le Nigeria en finale, comme en Ah, bien 84. sûr. Bien Oui. sûr, après avoir C'est face. éliminé, le Maroc en demi. Voilà. Avec un but de Cyril Makanaki, frappe déviée en demi-finale, c'était son unique but. Et déjà, il faut Donc, carton rouge dans le Canabique. Il faut dire, non, Cana n'avait pas eu le carton parce qu'il n'y avait pas la VAR. Oui, absolument. Il n'y avait pas la Mais je veux VAR. dire, en fait, c'est Le geste. C'est le geste. Le geste, oui. Il avait assommé un coup de tête à, il s'appelle Nassir, si mes souvenirs sont exacts. Déjà, le premier match, c'est contre l'Égypte, on le remporte 1-0. Le second match, on joue contre le Kenya, de Peter Ndao, au sommet de son art. On a du mal. Ça se solde par un score, je crois, de 0 de partout. Et puis, nous passons en demi-finale, on croise le Maroc à Rabat. Et en finale, nous avons face à nous le Nigeria, le fameux Nigeria. Exact. Déjà, il faut avouer que le Nigeria avait ouvert le score par Henri Roseau. Et, ouais, de sa petite taille. Ouais, le numéro 10, mais il était hors jeu. C'était d'une tête piquée. Jojo n'avait pas pu, là, c'était une tête piquée. Il était hors jeu. Naturellement, on a refusé le but. Et c'est par la suite que Mila, par sa malice, a obtenu un penalty qui a été transformé par le spécialiste maison, Jérôme Emmanuel Koundé. Et nous avons remporté par 1-0. Au terme de cette finale, il faut le dire, en parlant du championnat camerounais,
le Cameroun avait eu à recruter beaucoup de joueurs étrangers. Exact. Henri Rozo, par exemple, était venu jouer dans Racine Bafoussam. Exact. Et on l'avait baptisé Henri Wafo. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont venus, Mills du Ghana et autres. Là, quoi. Donc, Il y avait un certain Rachid Yekini aussi, Lotoro de Kaduna. côté nigérian. Oui, Lotoro de Kaduna. Très physique. Hein. Ah ouais, ah ouais. Très peu technique, mais difficile de lui prendre le ballon. Efficace. Bon buteur. Ouais. Je m'en souviens encore comme c'était hier. Alors, là également, évidemment, dans l'équipe type, de fin de tournoi, on trouve 2, 4, 6 Camerounais, pas moins. Bel, Tato, Koudé, Fédé et puis Mila. El Matawi pour le Maroc et en défense. Abdelaziz Benebala. Ouais. Un petit Diego Maradona. Ah ouais. D'abord, de par sa taille, je crois qu'il joue du pied gauche aussi. Beaucoup Ou plus alors, droitier, manier Voilà. la balle des deux. Très fin, technique. Difficile à tenir. Très malicieux. Exact. Bon, ça c'est l'édition de 88. 88. Alors, mais 88 a également cette particularité d'une nouvelle arrivée à la tête de la Confédération africaine de football, la CAF. Le Camerounais Issa Hayatou, Exact. notre compatriote. Qui prend Est-ce qu'il est attendu à ce niveau? Non, du tout. Personne ne l'a vu venir. Ok. Il était président de la Fédération camerounaise de football. Et puis, on regarde, n'est-ce pas, des résultats. Exact. Et je crois du projet qu'il avait présenté, il a été adoubé par ses pairs. Et les résultats au niveau de la CAF ont suivi. On se rend compte qu'avec lui, la CAF a connu vraiment une évolution, que ce soit sur le plan financier, le plan des compétitions et autres. Là, quoi. Vraiment, la CAF avait beaucoup évolué. Quoi. Ouais. Alors, nous sommes en 90 avec les Fenech d'Algérie. D'ailleurs, on joue en Algérie. On joue en Algérie. Cette Coupe d'Afrique avec un certain Rabat Madjer. En pleine crise. Crise. Oui. Ok. En pleine crise en Algérie. Okay. Vous savez, la montée du FLN. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Crise sociopolitique. Tout à fait. Et même sécuritaire Tout aussi. à fait, tout à fait. Alors, le groupe A, c'est Algérie, Côte d'Ivoire, Égypte, Nigeria. Le groupe B, Cameroun, Kenya, Sénégal, Zambie. C'est plus ou moins les mêmes équipes qui reviennent hein, Ouais. durant cette Mais période. cette Coupe d'Afrique, elle a oublié pour le Cameroun. Bien sûr. Nous ne parlons pas de ça. Pour le Cameroun. Bon. Mais là, il y a une anecdote. Ok. Ça, il y a des choses qu'il faut rappeler. L'Algérie remporte sa coupe. Bien sûr. Mais il y a des questions qu'il faut se poser. En demi-finale, face... parce que, qu'on le dise, les avertis du football avaient vu le Sénégal remporter cette Coupe d'Afrique. Exact. Parce que le Sénégal avait tout le potentiel. Avec Thierno Youm, Oui. Sané, Souleymane Sané, le Exact. papa de Leroy Sané, Exact. et Bandi, Boy Bandi, et le reste. Ce qui se passe, c'est que lors de la demi-finale, j'aime parler du Cameroun, Algérie-Sénégal, déjà avant la demi-finale, vous savez, les joueurs, on pouvait permettre que les joueurs aillent disputer les rencontres dans leur club et revenir, Exact. continuer la CAN. Alors, Claude Leroy, étant sûr de son équipe, avait dit, avec Sané, je gagne l'Algérie. Avec Youm, je gagne l'Algérie. Avec Youm et Sané, je survole l'Algérie. Ok. Là, il faut préciser, effectivement, vous l'avez mentionné sans le dire vraiment, que Claude Leroy est devenu coach. Coach du Sénégal, en temps. Alors, les deux joueurs sont libérés pour aller jouer des matchs dans leur club. Un avion avait été affrété pour les prendre à la fin de chaque match. À la fin du match, Exact. quand les gars ont fini de jouer, on les appelle, les téléphones ne passaient pas. Ils ne sont pas venus disputer la demi-finale. On ne sait pas pourquoi. L'Algérie a remporté par 2-1. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne nous a jamais dit. Je souhaiterais un jour rencontrer M. Claude Leroy. Pour que je dise vraiment ce qui Mais 33 ans plus tard, vous n'avez pas de suite. On n'a jamais su. C'est pour ça que nous avons tenu à relever ça dans le livre. Alors bon, on va pas... Bon, bref, c'est assez parlant quand même. Donc, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de... L'avion affrété attendait les joueurs. Souleymane Sané et Thierno Youm. Mais ils n'ont jamais répondu, le téléphone Le passait téléphone ne passait plus. Pourtant, les matchs étaient terminés. L'avion devait les ramener sur Annaba ou à Alger. pas. D'accord.
Alors, vous ne voulez peut-être pas qu'on en parle, on va le dire en passant. On fait le premier tour, simplement. Le Cameroun sort... Oui, déception totale. On est en mars, il me semble. Heureusement qu'en juin, on se rattrape dans une autre compétition. Oui. C'est quoi, on a fait l'effet du tsunami. On s'est retiré avant de souffler en juin plus tard. Vous savez, le Cameroun, chaque fois qu'on participe à une Coupe du Monde, les Coupes d'Afrique sont souvent, je ne vais pas dire catastrophiques, mais elles sont souvent moins bonnes quand même. Exact. Alors, on a l'équipe type du tournoi, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Le Cameroun est 5e à l'issue de... C'était quand même depuis 82, je crois. C'était la première fois qu'on a... Alors, après Égypte 86, Maroc 88, Algérie, le trophée part de l'Afrique du Nord pour l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. En 92, le triomphe des éléphants. Des éléphants. Là, tout de suite, vous savez, en 84, lorsque la Côte d'Ivoire organise sa CAN et la perd, le vieux au fouet, en remettant le trophée à Béga, avait dit, parlant de l'équipe de Côte d'Ivoire, ce sont des éléphants. Ce sont des éléphantos, ils deviendront des éléphants. On va dire, ils sont devenus éléphants en 1992. Ok, mais c'est la première fois qu'on passe à 12 équipes. À 12 équipes, oui, la première. Ça, nous sommes au Sénégal. Exact. Ça se joue dans 4 villes, Ziguinchor, Dakar. Alors, qu'est-ce qui est le clou de cette compétition-là? Déjà, le changement de format, qui passe de 8 à 12. Les compétitions sont plus relevées. On découvre de nouveaux talents. Là, l'Afrique avait découvert des joueurs comme Joël Tsei, qu'on ne connaissait pas, qui a été, je crois, deuxième meilleur buteur ou même meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était la concrétisation, n'est-ce pas, de cette équipe de Côte d'Ivoire qui savait nous offrir du football champagne. Voilà. Alors, groupe A, Kenya, Nigeria, Sénégal. Pardon, groupe B, Cameroun, Maroc. Zaïre, groupe C, Algérie, Côte d'Ivoire, Congo, et puis groupe D, Égypte, Ghana, Zambie. Une compétition quand même où le Cameroun ne passe peut-être pas le quart de finale, mais il y a eu ce match Cameroun-Sénégal. Sénégal-Cameroun. Interminable. À Dakar. Dans les coulisses d'abord, dans les vestiaires, ça... Ah ouais, ça chauffait. Ça chauffait, ça commençait dans les vestiaires, dans les coulisses. Quoi. Évidemment, les mêmes reviennent, Tanabik, Sinkot Isaac, les petits donneurs de coups. Et puis, il faut dire qu'en 92, on avait prévu Abedi Pelé d'une finale de Coupe d'Afrique à cause d'un deuxième carton jaune. Okay. C'est des choses avec le temps, ne serait-ce que pour la beauté du spectacle, qu'on devrait pouvoir annuler. Le football devrait pouvoir évoluer pour qu'on essaye de, n'est-ce pas, ne serait-ce que pour la beauté du spectacle, de faire participer certains acteurs. Je pense que si Abedi Pelé avait été dans cette finale face à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire allait la remporter, mais avec beaucoup de difficultés. Côte d'Ivoire-Ghana, c'est effectivement la rencontre finale. On va peut-être prendre le deuxième reportage de l'émission et puis on revient tout à l'heure. On parle du salon africain de l'éducation qui s'est tenu à Yaoundé, si vous voulez plutôt. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication au centre de la formation des jeunes et particulièrement du salon africain de l'éducation. Cela passe entre autres par la mise en œuvre continue du e-learning, la réforme des curricula et la formation des enseignants. Au-delà de l'acquisition des savoir-être et faire, il s'agit de la promotion de valeurs saines, même sur les réseaux sociaux. Nous avons également donné quelques conseils pour les discours de haine qui tendent également à monter dans la société, alors que notre pays est un pays de diversité qui doit tirer profit de cette diversité et qui doit l'enrichir à travers cette diversité parce que chacun apporte sa contribution à l'évolution de notre pays. À cette fois, les bénéfices des NTIC dans les administrations publiques et privées sont aussi mis au devant de la scène. Désormais, il est possible de payer son certificat médical, de payer ses frais de scolarité, de payer ses frais de concours, de payer son permis de conduire à travers la plateforme Trésor Pay. À l'hôtel de ville de Yaoundé, on parle d'accompagnement des entrepreneurs dans le développement de leur plateforme, du suivi des chercheurs d'emploi
et aussi de la prise en charge des adolescents, particularité de la 3e édition du Salon africain de l'éducation. L'événement cette année est centré sur la formation, l'insertion, l'entrepreneuriat. La particularité de cette édition, c'est l'implication des enfants et des adolescents. Parce que les éditions dernières, on travaillait beaucoup plus avec des jeunes entrepreneurs. Mais cette année, on a décidé également de mobiliser les jeunes enfants et adolescents pour les capaciter sur des valeurs visant le développement de notre société. Ce 24 août 2023, c'est le lancement officiel du Salon africain de l'éducation qui a commencé le 20 août dernier et qui s'achève le 27 prochain. Poursuivons cet échange vraiment passionnant en termes de découverte autour de la Coupe d'Afrique des Nations de football, tout au moins pour ce qui est des éditions de 1986 à 2019, avec l'invité qui est l'auteur de l'ouvrage Souvenirs de Cannes 1986-2019 et c'est Hervé Brice. Alors, il y a l'édition de 94, on va peut-être décompiler. 1994 avec le Nigeria, les Super Eagles qui sont en consécration. On a celle de 96, le retour de Bafana Bafana. Par contre, ça, on peut en dire un mot. Tout à fait. Alors, depuis qu'on parlait, on n'avait pas vu l'Afrique du Sud. Non. Et là, c'est la première Coupe d'Afrique. L'Afrique du Sud post-apartheid. Exact, exact. Quelle est la clé de cette équipe? D'abord, elle est multicolore. Voilà, vous avez tout trouvé. Bravo, d'accord. Mais est-ce que sur le plan athlétique, elle reflète aussi, je veux dire, la puissance économique ou l'emblème, la suprématie de la... Ben déjà, cette équipe, elle était assez préparée. Elle était préparée pour gagner sa Coupe d'Afrique. Okay. C'était un savant dosage de joueurs accompli. Parce que pour la plupart, la moyenne d'âge, elle était entre 25 et 30 ans. Des joueurs qui avaient roulé leur boss. Donc, Philemon Massinga, Mark Williams. Exact. Mark Fish, Arenze, John Moshe. Donc, c'était des joueurs accomplis. Et ils ont mérité leur Coupe d'Afrique. Alors, sur le plan, ce qui peut intéresser davantage aussi, c'est qu'on sort quand même, on l'a dit, en tout cas, je crois, on est à 6 ans après la fin de l'apartheid. Sur le plan populaire, sur le plan de l'adhésion, sur le plan de la communion, est-ce que cette Coupe d'Afrique a réussi à rapprocher davantage les races de ce pays, les Noirs et les Blancs, les Boers, les Afrikaners? Est-ce que tous ces gens-là, à travers le football, avez-vous le sentiment qu'effectivement, ça a permis de lever des barrières qui étaient... Oui, déjà à partir au regard de la ferveur populaire qu'on avait vu autour de cet événement, on ne peut que l'affirmer d'une manière ou d'une autre. Mais déjà, c'est vrai qu'il y a toujours des réticences, mais au moins il y a eu une certaine ouverture. Les gens ont découvert l'Afrique du Sud, beaucoup s'y sont installés, et aujourd'hui c'est un pays ouvert au monde entier. Alors l'Afrique du Sud fait la finale contre la Tunisie, il remporte. Nelson Mandela tout joyeux. Il était le président sud-africain à l'époque. Voilà donc au podium, Afrique du Sud, vainqueur, Tunisie, finaliste, et puis la Zambie qui est revenue assez... Oui, après le crash de son équipe. Là, il faut dire, par exemple, lorsqu'on parle lorsqu'on cite des joueurs, dans ce livre, parmi les artistes, nous citons Kalusha Boualia. Bien sûr. Également, nous parlons de lui. Et il y a Zakarinko, de regretter mémoire, qui avait dit dans un de ses papiers, même dans l'équipe de Dieu, Kalusha Boualia ferait partie du 11 entrant. Pour dire que c'est un joueur fin, complet. Exceptionnel. Exact. 98, le retour, la renaissance des pharaons. Après 86. Exact. Ils ont beaucoup travaillé. Une génération qui a pu grandir. 98, nous sommes en quel pays? Au Burkina Faso. Burkina Faso, ok. Burkina. Oui, l'Égypte a travaillé de 86 jusqu'à 98. Une jeune génération qui a travaillé et puis qui a dominé l'Afrique. Par la suite, vous allez le constater, les éditions qui ont suivi. Le travail a été fait, un travail de fond a été fait. Avec Osama Hassan. Osama Hassan. Je fais un buteur. Alors, on va en 2000. 2000, vous avez dit génération dorée. Oui. Marc-Vivien Foé, Aliou Mboka, Loraneta Memayer, Rigobert Sombana, Kalan Congo, Pierre Romelin, Salomon Olembe, Joseph Désiré Diop, Salomon Olembe,
Patrick Mboma, Jérémy Sorel Djitap et puis Djanka Beaka. Ouais. Alors, cette génération-là, C'était les meilleurs à leur poste. Chacun avait sa place. Et même les doublures étaient les meilleurs. Alors quand on remplaçait un joueur, ça ne fragilisait pas l'équipe. pour la petite histoire, un certain Samuel Eto'o c'était doubleur. Il était la doublure, À l'époque. tout à fait, tout à fait. Avait été même quatrième attaquant. D'accord. Parce qu'on avait Mboma, Exact. Job, Ndiefi Exact. et Samuel Eto'o venait Mais par vous la aussi dit qu'il suite. était très jeune. Hein. Oui, il était jeune, il était jeune. Mais il n'a pas manqué l'unique chance qu'il a eue. Qu'il a eu pour s'affirmer. Après un malaise très anecdotique de Joseph Désiré Diop. Ben, là, il faut demander à Boule qui nous dit ce qui s'était passé. Aboul, c'est-à-dire Boule, Joseph Désiré Diop, Ah, c'est d'accord. son petit nom, quoi. Ok. Bon, on nous a dit malaise, bon, Dans vos petites enquêtes. je n'en ai pas mené. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Alors, et puis évidemment les champions d'Afrique contre le Nigeria. Contre le Nigeria. Là, c'est la première fois d'ailleurs aussi qu'on fait Ghana. Je veux dire que deux pays. Qui organisent la Coupe d'Afrique, tout à fait. Ghana, Nigeria. Et dans c'était un- à Souroléré. Exact. Souroléré Une Stadium. charnière. Patrick Mboma était à l'honneur ce soir-là, parmi les buteurs. Alors, on va 2002, c'est plus ou moins la même génération, les mêmes résultats. Confirmation. Exact. Vous avez dit les Lions indomptables, on va mettre ça. 2000. Alors, Patrick Soufo, qu'est-ce qu'il devient? Pat serait du côté de l'Hexagone. Des nouvelles, non. Pas. Il est un très très bon joueur. 2004, le sac des aigles de Carthage, la Tunisie. La Tunisie, pays organisateur, il remporte la Coupe d'Afrique organisée à domicile. Mais quand on reparcourt un peu cette période-là, je veux dire, il était facile d'être organisateur et vainqueur. Hein. Non, non, du tout. Déjà en 2000 et en 2002, c'est pas les organisateurs qui ont Mais je veux remporté. dire, quand on revient de 86, peut-être que c'est peut-être 2086, l'Égypte, il organise, il gagne. Oui. Bon, 88, le Maroc est malheureux. 90, l'Algérie gagne. Oui. 92, le Sénégal Ne gagne pas. Oui, ne gagne pas. 94, voilà. La Tunisie organise, 94 ne gagne pas. 2004, le sacre Des aigles de Carthage. Carthage. Les pharaons imposent la loi, nous sommes en 2006. Cette génération des pharaons qui commence en 98, là voilà qui s'accomplit. Ok, Avec Ahmed Hassan, le capitaine, le joueur le plus titré. exact. Et un gardien tout feu, tout flamme aussi, hein, À la Daré. qui a marqué le football africain. 2008, encore les pharaons. Bref, on peut revenir là-dessus tout au long de l'ouvrage, de ces compétitions. Ben, on va peut-être s'attarder sur la toute dernière avant de passer à la phase des joueurs. 2019, le réalisme des Fennecs. L'Algérie au bout du souffle. Cette Coupe d'Afrique 2019, qui a connu un glissement Ouais. et qui se retrouve en Égypte, sous le sacre de l'Algérie. Tout un péripétie, un parcours. Avec l'Algérie, ce qu'on avait reproché à l'Algérie lors de cette CAN, c'est qu'elle n'était pas joueuse. C'est-à-dire L'équipe se contentait d'attendre et de procéder par des contres. Et une fois qu'ils marquaient, ils se repliaient. Une fois que les Algériens marquaient, ils se repliaient sur eux-mêmes. Bon, la tactique a payé. Et puis elle a été championne d'Afrique. En 2017, déjà, le Cameroun avait pratiquement fait la même chose. C'est pour ça que nous avons intitulé le hold-up des Lions indomptables, parce que personne n'a vu le Cameroun venir. Au Gabon, avec une équipe d'ailleurs qui était plus ou moins En fait, ils étaient les seuls à croire en eux, ça il faut le dire. Et ils sont allés jusqu'au bout. Là, c'est vraiment un chapeau à ces jeunes, d'accord. Alors, et puis on passe à la phase des artificiers. On a évoqué Roger Mila, mais dans cette liste, quel est celui qui vous a le plus, je veux dire, pour vous, même s'il est artificier, mais qui aurait été l'intrus parmi ces artificiers? Quel est celui qui serait sur cette liste, mais qu'on n'aurait peut-être pas retrouvé, qui est le joueur surprise? Je vois Mila, je vois Djamel Menad, je vois Rachidi Yekini, le bulldozer, vous le dites, Osam Hassan, le décisif en Égypte, pardon, Abdoulaye Traoré, Le surdoué. Mais pourtant, la Côte d'Ivoire n'était pas forcément tout le temps première aux avant-gardes de trophées. Hein. Oui, mais des gens comme Abdoulaye Traoré, c'est
ce qui vous donnait du plaisir à regarder un match de foot. Et Maradona même avait dit de lui dans une interview que si Abdoulaye Traoré avait joué dans des grands championnats, on n'aurait pas parlé de lui Maradona, mais plutôt d'Abdoulaye Traoré. En fait, c'était le football champagne. En fait, c'est des gens qui avaient compris que le foot était d'abord un spectacle. Il faut se faire plaisir. Oui, il faut faire plaisir à ceux qui viennent vous regarder. C'était dans ce sens-là. Magic Patrick Mboma. Yeah. Lui aussi rentre un peu dans cette... Tout à fait. Il faut dire que c'est bien avec l'équipe nationale, c'était pas forcément ça. Non, il a hésité longtemps. Oui, après avoir hésité parce que, bon, comme tous les binationaux, il a espéré jouer avec l'équipe de France. Ben, malheureusement, heureusement pour nous. Et puis la flamme patriotique a été au-dessus de tout, quoi. Il est revenu. Bénédicte McCarthy, ouais. Afrique du Sud. Ouais. Mais pourquoi vous le mettez là? Je veux dire... était-il un joueur exceptionnel? Oui, McCarthy de sa génération, il était peut-être... À l'époque, vous savez, l'Afrique du Sud était fermée. Mais à 17 ans, déjà, il faisait les beaux jours de Blackburn Rovers en Angleterre. Et il a toujours évolué au haut niveau. Beaucoup l'ont découvert par la suite, mais c'est l'un des joueurs à avoir vraiment mis au haut niveau, quoi. Si je dis Yves Tebeli... Beaucoup, Yves Tebeli, non, il croit. Ben, si je dis Didier Drogba... Didier Drogba, et pourtant, c'est la même personne. C'est la même personne. Vous avez dit la foudre. Ouais. Très engagé, hein. Physique, très fort. Technique, surtout son mental, parce que quelqu'un qui a eu, avec tout ce qu'il avait eu comme blessure et pouvoir se relever, ça, il faut le faire. Et puis, vous avez les Créa Art. Souvenir de Cannes, El Hadji Diouf. Oui. Ben, Créa Art, c'est-à-dire? Non, la Créa Art, c'est... Ah d'accord, non, c'est plutôt... Oui. Ben, je veux dire, lui, il rentre aussi dans la série de des artificiers. Ces petits génies que le football africain a connus, oui, qui ont donné du plaisir. Tout à fait. Et permis à leurs équipes de se hisser à un niveau un peu élevé. Lui, il était sénégalais. Ouais. Évidemment, Samuel Eto'o fils. Samuel Eto'o fils. Rien à redire. Non, du tout. On en dit quand même un mot? Ben, ça dépend de vous. Vous n'apprendrez rien à personne dans tous les cas. Ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas d'anecdote, il n'y a pas de off-record, rien dans les coulisses concernant l'une de ces cannes. Samuel? Ben, Samuel, c'est l'homme qui... ça, c'est Timothée Atoba qui nous le disait. Okay. À chaque rencontre, Samuel disait, écoutez les gars, on va gagner, aucune équipe ne peut nous gagner. Il a un mental de gagneur, il n'a jamais baissé les bras. Même quand on était mené, Samuel leur disait, écoutez, là, ils ne peuvent rien. On doit gagner et on va gagner. C'est un peu ça, Samuel. Mohamed Salah, ouais. de l'Égypte. Maintenant, ça, c'est les artistes. Ouais. En tête, Théophile Abega. Ouais. Y a-t-il eu un autre joueur de son niveau, de son talent, avec le sentiment? Au Cameroun ou en Afrique? En Afrique. Le docteur. Il n'était pas médecin, il n'était pas... Ben si, il était médecin du football. Bah oui, peut-être. Je veux dire, en fait, je voulais dire que il n'était pas un scientifique forcément connu. Il n'était pas un enseignant du grade du doctorat, mais on l'appelait docteur. Oui, en fait, ce qui se dit, c'est que son oncle était médecin. Son oncle dont il portait le patronyme. Okay. Étant son homonyme, l'autre étant médecin, dont on l'appelait docteur. Il s'est avéré très bon footballeur. Donc, un docteur de football. Théophile Abega. Ouais. Malheureusement, il n'a pas connu... c'est un peu ça le drame des génies. Vous savez, les génies, beaucoup, ils forcent par le talent. Et Abega était de ceux-là. Le talent étant lui, il était le talent. Il reflétait le talent. Alors, et puis c'est aussi le genre de personne qui aimait bien se faire plaisir. Exact. Donc, docteur au milieu de terrain en Afrique, il n'y a pas son pareil. Mahmoud Al-Khatib. Ah ouais, le pharaon, nous l'avons dit. Jules Bocandé. Jules François Bocandé. Respect. Oui. Voilà quelqu'un qui nous a fait rêver. Bocandé, je me rappelle, quand il quitte le FC Metz, ici au Paris Saint-Germain, on le voit, à l'époque on avait des magazines, pour vous dire, 11 mondial, exact. Où on suivait, n'est-ce pas, l'évolution, le France Football, oui, on suivait l'évolution des joueurs africains. Et ça sortait une fois par mois. Et on avait les posters de nos stars.
qui pavoisait les murs de nos chambres et même au niveau des plafonds. Alors, Jules Bocandé, quand il signe au PSG, l'édition de 11 qui sort nous présente Bocandé sur les Champs-Élysées, en décapotable, avec les dreadlocks, des lunettes fumées. Et on parle de lui, on dit il va toucher 25 millions de francs CFA. 25 millions par mois. On se dit, bon, un footballeur, 25 millions. Alors tout ça, on va s'intéresser au football. Ah ouais. Ah ouais, parce que le football payait. Et Bocandé, il savait bien vivre, c'était un bon vivant. C'est des gens qui ont fait rêver toute une génération. Et fatalement parti, je crois, en 2000. Oui. Lors de la vilaine crise. Tout à fait, il est décédé, ouais, malheureusement. Moustapha Rabat Madjer. Oui. Un autre artiste, hein. Oui, ça... oui, la Madjer. Avec la fameuse Madjer. Exact. Finale Porto. Exact. La talonnade, qui porte désormais son nom. Mais selon vous, il a été plus présent en club, notamment européen, ou en équipe nationale? Oui, beaucoup plus en club. Beaucoup plus en club. Ben, cela n'empêche pas qu'il ait été champion d'Afrique. Bien sûr. Belloumi. Lakhdar Belloumi, le créateur de la passe à l'aveugle. D'accord. Très très bon joueur. Le maestro, vous avez dit. Oui, oui. Alors, Timoumi. Mohamed Timoumi, lui qui évolue au Maroc dans un environnement où le noir aussi n'était pas forcément... Oui, il n'était pas apprécié, mais Timoumi a eu la chance qu'il est sorti très tôt du Maroc. D'accord. Oui, il a été professionnel un peu très tôt. Donc il évoluait, je crois, en Suisse. Donc il venait pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'anecdote entre Boudherbala et lui, exact. En équipe nationale, quand il n'était pas là, Boudherbala aurait le numéro 10. Exact. Quand Timoumi revenait, Boudherbala prenait le 8 et il donnait le 10 à Timoumi pour vous montrer le respect qu'il avait. Et puis il faut dire que c'était quand même le grand visage. Hein. Ouais. Il y avait le gardien Zaki Badouzaki, il est là, oui. Abdoulaziz Boudherbala et puis Mohamed Timoumi, qui était un peu le reflet. On a connu le El Biaz aussi, exact. Le stopper. Exact. Ouais. Méric Rimo. Ah oui, Méric Rimo, l'autre noir aussi. Ah ouais. Il est dans le livre. Il est là, il est dans le livre. Mais que je le cherche parce que lui aussi c'est quelqu'un qui m'a fait rêver tout petit. Ouais. Boudherbala, lui il me faisait beaucoup penser à Diego Maradona. Oui. Il a le physique, et même un peu la coiffure, et puis ses pieds un peu sur les côtés aussi. Et un joueur très, très élégant dans sa façon de jouer. Alors, je le cherche rapidement. Méric Rimo, on l'a dit, Kalouché Aboualé, Abedi Pelé. Ouais. Tout simplement Pelé. Ah oui. Ouais. Il résume à lui seul son nom. Didier Okocha. Ah là là. Alors là, vous vous inclinez. Que dire? Que dire? Didier, tout le temps, on se demande avec sa roulette. Là, il est parti avec sa roulette. Personne ne peut la faire jusqu'à présent. Il n'a même pas laissé un héritier. C'était un phénomène, là. C'était un phénomène, Didier Okocha. Un palmarès impressionnant, lui aussi. Alors, les éternels espoirs. Alors, vous avez mis Méric Rimo dans les éternels espoirs. Pourquoi? Ben, Rimo, par rapport à ses capacités, par rapport à son potentiel, lors des CAN, ça n'a jamais été ça. On a juste quelques actions d'éclat et puis il n'a jamais pu amener au Maroc au niveau où il devait l'amener. Bida Grégoire. Oui, Grégoire Arantes Bida, c'est un gâchis. Oui, en dehors de 84. C'est un gâchis du football. Parce que quand vous aviez Arantes au milieu de terrain, bien sûr, vous pouviez fermer les yeux et vous dire malheureusement, il n'a pas connu, à part la victoire de 84 et un peu en 86, sa carrière avec les Lions Indomptables, bon, 82, 84, 86. Qu'est-ce qu'il a fait il aurait pu faire beaucoup plus. Qu'est-ce qui a été le hic? Ben, vous savez, en même temps, les managers, est-ce que son manager lui a trouvé des clubs à la hauteur de son talent? Est-ce que c'est autant de questions? Omar Gueye, oui. Du Sénégal. Oui, l'un des rares noirs à l'époque à être capitaine de PSG. Ah d'accord. Oui, Omar Gueye. Lui, je l'ai moins connu, ça je l'avoue. Ouais. Quelle était sa particularité? Fin technicien, bon dribbleur. Il faisait partie des Sénégalais de France, on les appelait les CNF. La diaspora. Oui. Eugène Kambogongoy. Oui.
Beauté citoyen. On se rappelle toujours de sa reprise de volée lors de la Coupe d'Afrique 86 ou 88 88, je crois. Oui. Ah ouais, 88 parce que la RDC n'était pas... En fait, le Zaïre n'était pas à l'édition d'avant. Voilà, donc Eugène Kabogogoy. François Mambiik, vous l'avez mis parmi les espoirs. Oui, des éternels espoirs en Coupe d'Afrique. Oui, c'est vrai que... Des Vénards. Oui, mais quand je remonte, il était là en 88, mais on a davantage eu des blessures, André. Les blessures. Bon, en 90, c'est en Coupe du Monde qui se révèle vraiment. Oui. Bon, mais lors des Cannes, toujours blessé, François. Mr. Georgie, au pont, du TKC. Mr. President. Mr. President, du tournoi Calara Club. Ouais. Alors... Fofana, vous avez... Ah oui, Youssouf Fofana. Le diamant. Ah oui. Grande vitesse aussi. Oui. Dans son jeu. Des accélérations et autres. Vous déroutez. Je peux me penser à Omaro. Qui a joué dans le Cori Club de Maroc. Effectivement. Mais Fofana était un peu plus fin. Bien sûr. Rien à redire. Même si Omaro a également essayé en Coupe d'Afrique, je crois en 86. Déjà, en 85, il gagne la Coupe afro-asiatique. Avec un but. C'était une passe décisive. Retourné à Mila. Ni Lamte. Ouais, Odarte Lamte. Le Ghanéen. Le Globetrotters. Pascal Feindono. Le magicien. Mais moi, je l'aimais moins. Il ne m'a pas forcément impressionné. Oui, Pascal, justement, il se faisait plaisir également, quoi. Pascal était un très bon joueur. Emmanuel Adebayor. Ouais. Le seul Togolais connu sur la place football. Bon, je le dis comme ça pour non pas par mépris, mais pour dire qu'il est au-dessus de la mêlée. Oui, mais bon, on a connu d'autres Togolais. D'accord. On a connu d'autres Togolais. Alain Zibiri Traoré, du Burkina Faso. Oui, Alain Traoré, oui. Il joue maintenant à Beckham, au Maroc. Alors, ceux qui sont sacrifiés pour les autres. Oui. Adel Majid Dolmi. Du Maroc. Le Marocain, oui. Qui n'a jamais eu de carton jaune durant toute sa carrière. D'accord. Près du fair play de l'UNESCO. Ok. 90, 91, 87, 90, ok. Abdelghani Magdi. Oui, Magdi Abdelghani, l'Égyptien. Charismatique. Avec sa barbe. Au milieu de terrain. Et puis Okwaradji. Samuel Okwaradji. On ne pouvait ne pas le citer. Vous vous rappelez en 88. Les poustouflants. Match Cameroun. Nigeria. On ne voyait qu'à l'arrivée. Frappe imparable du pied gauche. Très rapide aussi. Et le journaliste qui reportait le match, je crois que c'était M. Abel Bengue ou Jean Lambert, non, je ne sais plus, qui avait dit frappe imparable du pied gauche de Samuel Okwaradji, alors que le gardien camerounais était encore en train d'enfiler ses gants. Non. Joseph-Antoine Ben. Jojo avait fait une parade comme il sait le faire. Ah ouais. Malheureusement, il n'a pas jamais pu. Il n'a retrouvé le ballon. Il n'a pas pu, malheureusement. Noureddin Naïbed, le roc du Maroc. On a Ani Ramzi. Ani Ramzi, l'Égyptien, très très bon libéraux. Ça, vous le savez, très calme. Sondé Olysée. Sondé Olysée. Mohamed Abou Treika. Oui. Vous savez, Abou Treika, pour moi, reste l'un des meilleurs joueurs africains de tout le temps. Comment cela? Il ne s'est pas expatrié. Okay. Il a gagné tous les trophées avec Al-Ali. Okay. Toutes les Coupes d'Afrique, tout. Et puis en équipe nationale, c'était lui le meneur. Malgré les professionnels qui arrivaient, c'était lui le meneur. Déjà, il avait refusé la carrière à l'extérieur parce qu'il se disait qu'il préfère plutôt la chaleur des rues du Caire n'est-ce pas, qu'à être isolé lorsqu'il va se retrouver en France où personne va en fait à l'extérieur. Personne dans l'anonymat. Pourtant, au Caire, il y a la chaleur dans les rues. Ça, c'est une chose que nous demandons souvent, chaque fois que nous avons l'occasion de nous retrouver sur une antenne, pour que la CAF essaie de revoir la distinction de meilleurs joueurs africains de l'année. Il faut qu'on scinde les meilleurs joueurs africains évoluant en Europe et ceux évoluant sur le territoire. Pour ceux évoluant en Afrique, pour désigner le ballon d'or. Parce qu'ils ne sont pas logés à la même enseigne. Et le football se joue en Afrique. À l'époque, c'est les Mila, Thomas Kono, qui étaient ballon d'or. Ils évoluaient ici. Abou Treika, il a survolé le football africain, mais il n'a jamais été ballon d'or africain. Ça, c'est pas normal.
Ça, c'est des choses que la Alors, on passe à notre rubrique, les généreux. Je vais citer, si vous avez une anecdote, vous m'arrêtez. Omar Ben Salah, Cyril Makanaki. Cyril Thomas Makanaki. Vous vous rappelez, il marquait toujours on l'appelait ça les deuxièmes buts non validés. Oui, il marquait toujours. Ah, ok, non validé, ça me rassure, parce que la seule souvenance de ces buts que j'ai, c'est Cameroun-Maroc en 80. Oui, mais en fait, quand on disait les buts non validés, vous savez, quand quelqu'un marquait. Ah, d'accord, oui, c'était le pied après. Voilà, dans la jubilation. Dans la jubilation. Ah, oui, en fait, je vois. Je vois, c'était bien lu ça, Makanaki. Mbumbu Emile, l'endurant. Ouais. Capitaine résistant. Daniel Amokachi. Le bœuf, oui. American Boy. Ok. Khaled Badra. Badra, oui, le Tunisien. Le Roc, ouais. Marc Anthony Fisch, le capitaine sud-africain. Un joueur imposant. Hein. Marc-Vivien Foué. Marco, le grand Marco. Le régulateur. Nwanko Kano. Ouais. Désormais président du club, monsieur. Ouais, fine boy. Rigobert Sombanak. Magnang. Le patriote. Magnang. Laurent Etame. Vous avez dit Loriano Bissang Etame Mayer. Ouais. Camerounais, pas Camerounais? Camerounais. Ah, ça se discute pas. Vous tranchez le débat? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Je vous laisse faire. Nyeriri Yaya Touré. Oui, le colosse. Exact. Les derniers remparts. Joseph Antoine Ben, évidemment, le spectaculaire. Jojo, ouais. Le grand Jojo. À qui je dis d'ailleurs bonsoir, parce que je sais qu'il est en train de nous suivre. D'accord. Thomas Ascolo, qui n'a pas eu beaucoup de chance de trophée. Hein. Non, pas de Coupe d'Afrique. Pas de Coupe d'Afrique, je veux dire, avec l'équipe nationale. Oui. Jojo a tout refait. Mais de bonnes prestations en Coupe du Monde. Bien sûr, bien sûr. 82, 90. Ah, Drid Nasrin, le gardien. Vous parliez tout à l'heure de Drid. Le gardien, oui, je le revois. Ouais. Il était meilleur gardien de la Coupe du Monde en 86, meilleur gardien du premier tour. Ok, ben je le découvre le 22 janvier comme moi. Ah, wow. Mais 20 ans plus tôt. Quelle coïncidence. Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Vous l'avez connu, Cheikh Seck, le Sénégalais? J'en ai entendu parler, mais je très malicieux. Ne me pas forcément. Oui, très malicieux. Très bon gardien également. Badou Zaki. Ouais. Mr. Badou Zaki. L'homme de Majorque. Très bon gardien. Peter Offaï. Oui, très Domaniana, oui. Mais bon, un peu encaissador aussi. Bon, ça dépend de la défense aussi, quoi. Il faut le dire, le Nigeria, souvent, n'a pas souvent eu de très bons gardiens de but. Après, on a connu les Inyama qui sont très bons. Ouais, surtout que chaque fois que le Nigeria venait en Coupe d'Afrique, on disait son favori, mais la déception était plus grande après. Voilà. Alain Guamene, à Côte d'Ivoire. Ouais, champion d'Afrique. Chokri El Houar, le Tunisien. Ouais. Aliou Bokar. Oui, Bokar. Qu'est-ce qu'il devient? Aucune idée. Ok, Ali Yuanik. Vous dites son nom de baptême turc. Oui, turc. Il s'est rebaptisé là-bas. Oui. Ok, d'accord. Il s'est islamisé? Il a toujours été. Ah oui, non, pardon. En fait, il s'est rebaptisé. Donc, c'est ce que je voulais dire, je le garde. Et Sam El Adari. Ouais. De l'Égypte. Le plus grand gardien tout le temps. Vincent Nyama. Ouais. À force tranquille. Alors, les sélectionneurs, on l'a dit. On en a vu quelques-uns tout à l'heure. Les enfants du terroir. Ah oui, surtout. Ouais. Kermali. Oui, qui gagne la Coupe d'Afrique en 90 avec l'Algérie. Al-Gouari de l'Égypte. l'Égyptien. Yo Martial, Côte d'Ivoire. Shehata, Égypte. Keshi, évidemment, c'est un grand footballeur, devenu grand entraîneur. Bobby Moore. Et puis Belmaldi. C'est terrible. Ouais. Le grincheux. Les sorciers blancs, évidemment. Claude Leroy. Clemence. Westerhoff. Ouais. Qui est au Nigeria. Au Nigeria, tout à fait. Et lui, il avait fait comme Claude Leroy. En voiture, il a fait le tour du Nigeria pour repérer les talents en voiture. C'est pourquoi vous avez vu l'équipe de 94, 96. Tout refait. Ça, c'est son travail. Son empreinte. Ouais. Wilfried Schaeffer. Ouais. Il rentre parmi les sorciers aussi. Pierre Le Chantre. Hervé Renard. Bon, qui vient de sortir de la Coupe du monde féminine avec la France. Football féminin. Alors, voilà un peu un résumé. Et puis, il y a les annexes qui font un peu le bilan
le bilan de toutes ces compétitions-là. On va peut-être retourner à la régie, prendre le dernier reportage, puis refaire un autre résumé de ce bel ouvrage. Vous avez dit 312 pages. Hein, 312 pages, tout en couleur. Toute une bibliothèque, hein, vraiment. Ça, c'est beau parce que, à côté du foot, ça ramène des souvenirs d'enfance. Ah, tout à fait. Des moments vécus devant la télé. Surtout imagés, vous savez. Exact. Mais aussi avec les copains parce qu'on joue le 2-0. Mais en petit goal, souvent sur le gravier, donc on rentre avec le bobo. Qu'il fallait cacher aux parents parce qu'en plus, si on savait que vous êtes sorti et vous êtes blessé. Voilà. Donc, on va prendre le reportage sur Fer Yaoundé, hein, cette rencontre de sécurité en vue de la sérénité autour de la rentrée scolaire. Le ministre de la Défense et tous les responsables des forces de sécurité et de défense, j'entends le secrétaire d'État à la gendarmerie, chargé. Il y a le secrétaire d'État également chargé des anciens combattants, le délégué général de la Sûreté nationale, bref, pour voir exactement le dispositif sécuritaire mis en place à l'occasion de la rentrée scolaire. On suit tout cela. Le 4 septembre 2023, jour de rentrée scolaire au Cameroun, c'est dans quelques jours. Des mesures sont alors prises pour faciliter le retour des élèves et des étudiants dans leur ville de résidence après la période réservée aux vacances. Les actions de prévention contre la criminalité routière doivent être menées avec une plus grande fermeté en cette période où les flux et mouvements des personnes s'intensifient énormément sur nos différents axes routiers. Il sera question d'examiner et d'arrêter des mesures appropriées pour conjurer énergiquement ce phénomène, qui s'apparente de plus en plus à une spirale non-stop de nombreuses pertes en vies humaines dans de tragiques accidents de la route. Les préparatifs de cette reprise sur le plan sécuritaire, c'est aussi la vigilance. Que ce soit au niveau des frontières aériennes, terrestres et maritimes, ou par le contrôle du flux de migrants dans les régions de l'Est, de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord, limitrophes à certains pays. Une action qui va aider, dit-on ici, à la lutte contre les vols de bétail, les kidnappings et les demandes de rançon. La prudence est aussi recommandée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Certes, les deux régions ont occupé le top 5 au classement de l'Office du baccalauréat et du DCI Board pour la session 2023, preuve d'une certaine stabilité, mais des efforts restent encore à faire. En raison de certaines informations faisant état de menaces de perturbation des rentrées en préparation dans ces deux régions par des groupes armés violents. Les mêmes groupes prétendent créer des établissements scolaires de fortune et clandestins dans des zones rurales enclavées pour y dispenser des programmes non officiels et y faire l'apologie de l'irrédentisme. Recommandations similaires pour la région de l'extrême nord en ce qui concerne les attaques de Boko Haram. Bien que fortement affaiblis par les offensives menées par nos forces en collaboration avec la force multinationale mixte de la CBLT et les armées nationales des pays coalisés, semblent reprendre du poil de la bête en pleine saison pluvieuse habituellement défavorable à leur mobilité, en s'appuyant sur des éléments résiduels visiblement en débandade qui se livrent à des attaques de prédation, des enlèvements et demandes de rançon. Ce 22 août 2023, à Yaoundé, à huis clos, les commandants territoriaux peaufinent des stratégies pour une rentrée scolaire 2023-2024 réussie sur le plan sécuritaire. Voilà ce qu'il faut en dire autour des dispositifs pris par ceux-là qui au quotidien évidemment veillent sur notre sécurité. Reparlons de cet ouvrage qui c'est peut-être pour terminer, une histoire captivante de la CAN 86-2019. Ce récit de Hervé Brice. Alors, quel aura été le plus gros obstacle à la confection de cet ouvrage? Qu'est-ce qui vous a posé le plus de difficultés? L'accès aux archives. Ah d'accord. Y en a-t-il au moins déjà? Je vous avoue, non, nous avons eu trop de difficultés à en trouver. Il y a des images que nous avons cherchées pendant 3 ans. Ah d'accord. Lorsqu'on allait là où nous sommes censés les trouver, s'il n'y en avait pas. Okay. Donc nous avons fouillé pendant longtemps et puis
Ça n'a justement pas été facile. Ça n'a pas été facile. Vous savez, comme je vous le disais, on a tendance à perpétuer la tradition orale. Pourtant, les archives sont là pour pouvoir nous faire revivre ce que nous n'avons pas vécu. Donc, c'est un appel, n'est-ce pas, pour que des choses comme ça soient consignées. D'où, n'est-ce pas, l'intérêt de cet ouvrage. Mais est-ce que le glissement en 2019 sur le Cameroun n'a pas été aussi un facteur? Non, je pense pas. Je pense pas. Et en termes d'acteurs, sont-ils ouverts? Y a-t-il qui vous ont accompagné, qui spontanément vous ont confié des anecdotes, des éléments pour la mise en œuvre de tout cela? Oui, ça, il y a beaucoup de gens qui nous ont accompagnés dans les recherches. Okay. C'est l'occasion ici de les remercier. Je vais citer par exemple M. Bob Ekoukoulé. Ah d'accord. Ah oui, vraiment, Bob, merci pour tout. Tu sais, je me permets de te tutoyer, tu sais de quoi je parle. Infiniment merci. Qui a été longtemps directeur de la production. Tout à fait. Vraiment, un chapeau à lui. Jean-Bruno Tanier qui nous a accompagnés également. Oui, votre confrère. Qui d'ailleurs aussi est auteur, hein, par ailleurs. Nous avons parlé d'Aman Mana tout à l'heure. Oui, ça, et puis il y a des entreprises, si vous voyez, qui ont eu à prendre des encarts publicitaires là-dedans. On va, vous insistez. Mais nous tenons à leur dire merci à ces chefs d'entreprise, ils se reconnaissent. Est-ce que les joueurs, les entraîneurs, les acteurs eux-mêmes, avez-vous accès à... Nous avons pu contacter certains qui ont été ouverts, notamment Bel Joseph Antoine, Roger Mila, et certains par contre ne nous ont pas donné la possibilité de tirer quelque chose. Vous savez, il y a toujours des appréhensions, ils se demandent pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi... ça veut dire que nous avons fait avec ce que nous avions à notre disposition et le fruit de nos recherches personnelles. Et le livre, vous l'avez réalisé en combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi de recherche avec à la clé un surménage. Parce qu'il est en français et en anglais, ça il faut le dire. Il y a la version anglaise. La version anglaise, elle existe. Là voilà, Memory of AFCON. 312 pages. 312 pages également. Traduite entièrement par Bob Ekoukoulé. Ah d'accord. Ah ouais, vous comprenez pourquoi un gros boulot. Hein. Je lui dis vraiment merci. Merci pour tout. Et puis quand j'ai sorti le livre, je suis allé le rencontrer. En fait, c'était le manuscrit. C'est là, il m'avait dit, ça il faut le dire, jeune homme, je ne vous reçois pas tant que vous n'avez pas protégé votre livre. Parce que moi, je ne savais pas comment protéger le manuscrit. Ah d'accord. J'attendais finir le livre et tout ça, ça m'a été d'un très très grand apport. Quoi. Donc, et il a pris sur lui de faire la traduction anglaise. Ok, ce qu'il a d'ailleurs fait. Ce qu'il a fait d'une manière vraiment, donc infiniment merci encore. Et comme nous l'avons dit à ceux qui nous ont accompagnés, et je voudrais tirer un chapeau à ceux... Je vous ai dit tout à l'heure que je ne me considère pas comme étant un écrivain. Parce que être écrivain, ça demande beaucoup de sacrifices. Je me demande comment les messieurs comme Gaston, Kelman font pour écrire 2 ou 3 ouvrages en un an. Parce que vous abandonnez tout. Exact. Vos enfants, votre femme... Faut avoir l'inspiration. Vous n'avez plus de vie. Une fois que vous êtes réveillé, peut-être à 3 heures, vous êtes assis devant l'ordinateur jusqu'à 18 heures. C'est vraiment, c'est énorme, quoi. C'est pourquoi je dis chapeau aux écrivains, quoi. Alors le livre, il est toujours en stock, comment on le trouve? Le livre, il est disponible à 2 endroits en ce moment, à Yaoundé. C'est à la librairie des peuples noirs, montée SNI. Et ici à Douala, c'est à la Sportec Aqua, portail bleu face boulangerie Saker, au rond-point salle des fêtes d'Aqua. Je suis Yannick Tanque. D'accord. Bon, ceux qui iront connaîtront le prix. Hein. Il suffit d'y aller et puis... vous ne voulez pas qu'on révèle le prix? Je me fais taper par le service commercial. Ah, d'accord. D'accord. Cela dit vraiment... On a dit Sportec Aqua Douala, portail bleu face boulangerie Saker, salle de fête et librairie des peuples noirs Yaoundé, montée SNI, salle Don Bosco. Ou alors, vous contactez l'auteur que je suis sur les réseaux sociaux. D'accord. Messenger, Facebook... tout de suite, on va vous livrer le document. Mais vraiment, nous avons tenu à partager cet ouvrage avec nos téléspectateurs, du fait de ce que ça a créé à nous, cette émotion, revivre ces moments-là. Pour ceux qui ont connu, et comme je le disais toujours, le clou, c'est que 86, c'était vraiment la découverte. Nous étions jeunes. Pour la première fois, on voit l'Afrique du football à la télévision. Le Cameroun arrive en finale.
même s'il y a la grosse déception derrière. Et puis un an après, 88. Et je me souviens à l'époque, les matchs se jouaient en après-midi. Ouais. On faisait la mi-temps puisqu'on était jeunes, mais seulement quand il y avait match. Il y avait pas, quand le Cameroun jouait Quand le Cameroun jouait, tout le pays s'arrêtait. Oui. Et il n'y avait que la CRTV, donc, en fait la CTV La en plus. CTV, ouais. Donc, on était assis comme ça sur le sol, nos parents étaient sur les fauteuils et tout le reste, et on regardait, on criait. Toutes les maisons n'avaient pas de télé, donc c'était tout le quartier qui se retrouvait quelque part. Donc quand je relis ça, vraiment, c'est assez émouvant, c'est assez expressif, et c'est assez agréable d'ailleurs. Merci. On l'a parcouru en 90 minutes, mais certainement que ceux qui ont la lecture aisée peuvent le faire en moins de temps. Ouais. Parce que c'est d'un trait qu'on reparcourt ces moments. Vraiment, merci à vous, Hervé Brice, déjà pour cet ouvrage, mais aussi pour avoir trouvé le temps. Vous êtes spécialement parti de Yaoundé pour cette émission et vous y retournez. Merci encore. C'est moi qui vous remercie, Dipita. Bon retour sur Yaoundé et puis à vous à la maison. Merci également d'avoir... vous voulez dire un mot? Oui, oui. Ah d'accord, il y a la prochaine CAN. Oui, la prochaine CAN en Côte d'Ivoire déjà. D'accord. Oui, déjà, j'aimerais faire un coucou à nos amis ivoiriens et leur dire que nous avons pensé à eux à travers ce bouquin, Des éléphantos aux éléphants. L'Odyssée de la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations. C'est un livre de poche que nous avons envoyé au président du comité d'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire et également au ministre des Sports par le biais de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun. Donc nous aimerions que ce soit un partenariat parce qu'il y a des éléments que nous n'avons pas, justement des photos de certains. Ce sont les gloires du football ivoirien, exclusivement. Et le parcours de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire dans les CAN. C'est ces deux éléments qui sont célébrés ici. Donc on vous rappelle par exemple les joueurs ivoiriens, les grands joueurs ivoiriens comme Manglé, Laurent Dripoku, Estache Messang Manglé et autres là, qui sont célébrés, les Gadi Seli, Joseph Thierry, Joël Thierry et autres, Fofana. Bref, c'est pour la Côte d'Ivoire et on se voit bientôt à Abidjan. Ben, c'est dit que vous êtes vraiment féru de foot. Hein. Le football au Cameroun, je ne vous le fais pas dire. C'est peu de le dire d'ailleurs. Merci à vous à la maison d'avoir regardé également cette autre édition de Face à l'actu. Évidemment, je prends ma dédicace. Ouais. C'est très gentil. J'ai mon ouvrage déjà. Je vais mieux le découvrir en détail. Nous sommes arrivés au terme de l'émission de ce soir. Je voudrais vous dire d'avance, bonne semaine, bon début de semaine parce que demain c'est lundi et retour au boulot pour ceux qui n'y étaient pas ce week-end comme nous autres. Bonsoir. Bonsoir.